Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on se retrouve à la salle pour faire un leg day ensemble. Mais pas n'importe quel leg day parce qu'on va faire un bond dans le passé et on va regarder dans ce petit carnet qui, voilà, date de quelques années. La première date, c'est le 28 avril 2019. Si ça vous intéresse, je vous ferai vraiment une vidéo complète sur tout mon parcours à la salle de sport, mon histoire, etc. Mais bon, ça c'est seulement si ça vous intéresse. Si ça n'intéresse personne, je le ferai pas. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant de reproduire une de ces séances, de l'améliorer, de vous expliquer pourquoi certaines choses n'allaient pas. C'est quand même une de mes passions, la musculation, depuis il y a pas mal d'années, et que j'adorais passer mes après-midi, mes soirées à faire des recherches, à regarder des vidéos sur les sujets, etc. Donc il y a quand même de bonnes informations dans ce carnet, mais bon voilà, il y a quand même des erreurs, donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Aujourd'hui, ça devait être une séance ischio-fessier. Ce que je vous propose, c'est que je parcours un petit peu le carnet parce que ça fait des années que je l'ai pas ouvert et que je regarde un petit peu si je trouve une séance ischio-fessier qui me paraît pas trop mal. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'il y a que des séances jambes. Je me souviens que je faisais genre une séance dos, voilà par exemple, tous les 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, bon, j'ai quand même trouvé une séance qui me paraît intéressante. Elle date du 3 mai 2019. C'est une séance intitulée Booty. Elle commence par du deadlift jambes tendues en sumo aux haltères. What the fuck? Je vous propose qu'on y aille et qu'on commence à s'échauffer déjà, ce serait pas mal. Alors si je me souviens bien, avant, quand j'ai commencé la salle de sport et même du coup quelques années après, je passais pas beaucoup de temps sur les échauffements articulaires, musculaires, mais je passais plus de temps à faire de la pré-fatigue fessier. Alors c'était la grande mode des élastiques pour les fessiers. Je vous dis, j'avais une collection. Aujourd'hui, elle ne se trouve plus du tout dans mon sac de sport, elle se trouve en dessous de mon lit dans un tiroir qui est complètement condamné. Donc pour vous dire à quel point je les utilise encore. Ici tout simplement pour améliorer ça, ce que je fais, c'est que je vais passer beaucoup plus de temps à m'échauffer et que je passe pas du tout de temps à faire de la pré-fatigue. Vraiment, je ne fais absolument jamais de pré-fatigue. Vous allez peut-être vous demander du coup pourquoi est-ce que je fais pas de pré-fatigue? Je trouve ça vraiment inutile. Faire de la pré-fatigue, le but c'est de mieux ressentir les muscles travailler. C'est ça, hein. Si vous faites un hip thrust que vous sentez pas beaucoup vos fessiers, vous allez faire des abductions, des kickbacks avec élastique avant de faire votre hip thrust pour mieux ressentir vos fessiers. Parce qu'on a tendance à penser que au plus on ressent un muscle, au plus il travaille. En réalité, c'est pas vraiment ça. Quand on ressent un muscle qui brûle et qu'on pense qu'il travaille plus, en réalité c'est juste qu'il est plus fatigué que les autres muscles. Donc si vous ressentez plus vos quadris sur le hip thrust et que vous vous dites ok, il faut que je fasse de la pré-fatigue pour mieux recruter mes fessiers et pas que mes quadris prennent le dessus, en réalité si vos quadriceps ils brûlent sur votre hip thrust, c'est soit qu'il y a un problème d'exécution, ça c'est une chose, ou alors c'est que vos quadris sont plus faibles que vos fessiers. Au lieu de passer du temps à faire de la pré-fatigue fessier, vous feriez mieux de renforcer vos quadriceps. Quand vous faites de la pré-fatigue, vous fatiguez un muscle. Si par exemple vous fatiguez votre muscle fessier avant de faire votre hip thrust, sur le hip thrust, votre muscle fessier sera déjà exténué. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va moins travailler et que c'est vos quadriceps, vos ischios, etc. qui vont prendre le dessus. En fait, vous cherchez à faire l'inverse. Donc c'est un peu pour ça. Voilà, ne faites pas de pré-fatigue. Par contre, faire un bon échauffement, ça c'est super important. Ça vous permet de mieux exécuter les exercices, de mieux recruter vos muscles, d'avoir une meilleure mobilité sur le long terme également, de pas vous blesser. Bref, faites vos échauffements, faites pas de pré-fatigue. Ouais. Ça c'était ma hanche. On va aller là-bas et on va continuer de s'échauffer avec la barre. Premier exercice, normalement on a du sumo deadlift jambes tendues avec haltères et ensuite en deuxième exercice on passe sur du sumo deadlift, 2 fois un exercice qui est très similaire. Puis après on a du good morning, qui est un exercice qui est encore une fois très similaire. C'est du deadlift mais à la barre sur le dos. Et ensuite dans la séance plus tard on se retrouve encore avec du deadlift jambes tendues. Autant vous dire qu'il y a 4 patterns de mouvements qui sont exactement presque les mêmes. Quand on va être sur du sumo, il y a beaucoup de gens qui pensent que on va plus recruter les fessiers, c'est le contraire, on va moins les recruter, on va plus recruter les adducteurs et les quadriceps. Évidemment sur le deadlift sumo jambes tendues, c'est pas les quadriceps, c'est vraiment les ischios et les adducteurs. Alors que je vous rappelle qu'on est sur une séance booty, donc on veut vraiment un maximum recruter les fessiers. Je vous ai dit, je vais vraiment améliorer cette séance pour vous montrer une bonne séance au final, mais quand même vous apprendre des choses. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire du deadlift roumain. Je vais pas faire de sumo, je vais pas faire du deadlift jambes tendues parce que jambes tendues, on recrute moins les fessiers plus les ischios. Les good morning, même si c'est pas un exercice que j'aime beaucoup, on peut le faire juste après pour que je vous parle un peu de la différence qu'il y a entre le good morning et le deadlift roumain. D'habitude, je ne fais jamais les deux dans la même séance. Je vais continuer de m'échauffer et puis on en reparle après.
Donc ici pour l'échauffement, c'est important de pas mettre directement la charge de travail, surtout si vous commencez à soulever lourd. Donc je sais pas du tout combien de répétitions je vais faire, je vais regarder un petit peu ici, mais je vous avoue que je suis un peu perplexe. Déjà on a 4 séries partout, ce qui est pas top. On n'a pas de répétition en dessous de 10. En soi ça passe si vous êtes débutante. Si vous êtes intermédiaire, je vous conseille de quand même plus varier les répétitions et d'aller chercher au moins les 8 répétitions. Ça vous permet de créer moins de fatigue, alors que ici on a 4 fois 10 minimum, 4 fois 15, 4 fois 10, 12, 4 fois 20, 4 fois 15, c'est énorme. Énormément de volume, surtout qu'on a en tout 7 exercices. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé les réseaux et je me suis dit, waouh, tout le monde fait du sumo pour développer les fessiers, j'en mets. Encore, le sumo deadlift, je veux. Good morning, j'ai vu que c'était un bon exercice, donc je le mets. Mais il faut savoir choisir. Vous êtes beaucoup dans mes DM aussi à me demander, ouais Zoé, est-ce que ma séance, elle est bien? Et je vois que vous avez genre 7, 8 exercices. En fait, tous pas mauvais, mais vous n'avez pas besoin de mettre autant de volume sur votre séance. Donc ici, on va diminuer au moins par 2 le volume. On peut faire du 4x10, mais on va faire du 4x8 à 10. Comme ça, on peut aller aussi chercher les 8 répétitions et mettre un peu moins de fatigue musculaire. Mon objectif, c'est pas de plus savoir bouger et de pas savoir me réentraîner après et d'être très fatiguée par la suite. C'est juste de créer assez de stimuli, enfin bref, pour que mes muscles grossissent, créer de l'hypertrophie, prendre du volume musculaire, mais sans avoir une fatigue énorme. Je vais mettre 80, on verra. Donc ici, je vais faire 4 x 8 à 10, mais il n'y a pas de tempo parce que je n'utilisais pas du tout cette variable avant. Donc je sais plus du tout si je faisais mes répétitions très rapidement ou pas. Mais je pense que oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais plus ou moins respecter ça. Je vais plus ou moins faire mes répétitions rapidement. Mais le rapidement pour moi maintenant, c'est au moins 2 secondes de descente, alors qu'avant c'était une peut-être. Je retenais pas du tout la descente, alors que c'est super important. On est tranquille, franchement. Je vais utiliser mes straps. Par contre, ce que je faisais et qui est super intéressant, c'est que je notais mes entraînements, je notais les poids que j'utilisais, je notais si je faisais le bon nombre de répétitions, celui que j'avais prévu. Ça, je vous conseille de le faire, c'est la base. Maintenant, je le fais sur un Google Sheet parce que je garde mes entraînements un certain temps, alors qu'avant, je gardais pas du tout mes entraînements. J'allais au feeling et je notais juste ma séance avant d'y aller. Les entraînements n'avaient pas vraiment de régularité, donc je progressais pas, puis j'étais pas du tout régulière. Si vous demandez ce que c'est ça, j'en ai fait une vidéo sur Insta, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est parti. Ok, je sais pas si vous avez vu, mais c'est passé très facilement. Il y a une manière de le voir, c'est que ma première répétition l'a montée à la même vitesse que ma dernière répétition, plus ou moins. Donc on va monter. Quand je vais faire une série à 90 et puis une série à 100 si ça passe. Vous voyez, c'est ça le problème quand vous faites pas la même séance encore et encore, c'est que vous savez pas quel poids utiliser. Lors de ma première séance, je vais devoir passer par ce stade où je sais pas quel poids je dois mettre. Mais la semaine d'après, je sais exactement le poids que j'ai mis la semaine d'avant parce que je l'ai noté et donc je sais le poids que je dois mettre dès le commencement de ma série pour pouvoir faire mieux que la semaine d'avant. Ok, je sais pas si vous avez vu, mais c'est de nouveau passé facilement. Facilement, ça veut pas dire que je galère, ça veut dire que je sais faire mes reps et que je pourrais en faire plus. Donc on passe à 100 kg. C'est parti. En même temps, je sors d'une phase de force. Donc encore heureux que je suis augmenté les poids. Je vais encore faire 3 séries, donc 3 séries à 100 kg. Je pense que je vais tourner autour des 8-10. Ok, je suis choquée. C'est incroyable. Je vous jure que les 100 kg, avant c'était super dur. Et là, je viens de taper 10 reps en ceinture. J'ai pas les mots. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai fait les 4 séries de deadlift roumain. La raison pour laquelle je fais jamais du deadlift roumain et du good morning, c'est simplement que après le deadlift roumain, mes lombaires, mes érecteurs du rachis, les muscles ici le long de la colonne, ont déjà énormément travaillé. Et donc, si je fais du good morning, je vais charger beaucoup moins lourd parce que mes muscles sont déjà fatigués. Donc pour moi, c'est pas super intéressant, voire pas du tout intéressant, de mettre 2 mêmes patterns dans la même séance. Je préfère changer. Surtout que la raison pour laquelle je fais jamais de good morning, c'est parce que c'est exactement le même pattern que le deadlift roumain, sauf que la barre est plus haute, donc vous êtes moins stable. Et quand on cherche à développer nos muscles, on va être le plus stable possible. Et surtout, vu que la barre est plus haute, on va mettre encore plus de tension dans nos muscles érecteurs du rachis. Or, ici, c'est pas le but. Le but, c'est de mettre le plus de tension possible dans nos fessiers et nos ischios. Donc, je vous propose qu'on passe à l'exercice suivant. Et celui-ci, je l'aime toujours autant, c'est le hip thrust. J'ai dit que je ferais du hip thrust, pas que je ferais du hip thrust à la barre libre. Alors, normalement, ici, c'était du 4x20 avec une kettlebell de 20 kg que j'avais mis.
Sauf que si je fais du 4x20 avec une kettle maintenant, j'aurais plus aucun résultat. C'est pas du tout assez intense pour moi. Donc j'ai décidé de le faire à la machine. 4x20, je vous avoue que je fais rarement, jamais des séries aussi longues, surtout sur du hip thrust. Je vais faire parfois des séries si longues sur du kickback, des exercices où je peux pas charger lourd. Donc je peux pas faire 10 répétitions et aller à l'échec. Je suis obligée de faire plus. Sauf que sur les hip thrusts, je peux mettre plus lourd. Je peux aller à l'échec sur des répétitions qui sont beaucoup plus basses. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce que aller à l'échec sur des séries plus basses, ça vous crée exactement le même effet que aller à l'échec sur des séries plus longues. C'est juste que c'est beaucoup moins fatigant au niveau des muscles et donc vous récupérez bien mieux par rapport à si je fais 4x20. Je vais pas récupérer et je risque d'être en surentraînement par la suite. Donc pour moi, c'est pas intéressant. 4x20, ça peut être intéressant si vous débutez la salle et que du coup, vous savez pas charger très lourd parce que vous ne savez pas garder une exécution correcte. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais du coup, ouais, ici, je vais faire, on va faire du 4x12, un grand classique. J'aurais tendance à même faire moins. Let's go. Et ce que je trouve super intéressant sur les trois, c'est de garder une seconde de la contraction en haut du mouvement parce que c'est le principe du mouvement qui est son plus grand intérêt. C'est ce qui se passe quand vous faites autant de répétitions, c'est que la douleur musculaire va être plus importante. C'est pour ça aussi que vous êtes beaucoup à me demander « Ouais Zoé, je mets plus lourd au hip thrust, etc. » Genre je progresse, mais je ressens moins les fessiers. Sauf que c'est normal. Si vous passez moins de temps sous tension, vous ressentez moins les fessiers. Mais ça veut pas dire qu'ils travaillent moins. Ici j'ai fait 12 reps et je sens que je suis pas à l'échec. Je pourrais faire plus. Mais j'ai une tellement grande douleur musculaire, genre ça brûle. C'est plus la brûlure qui m'empêche de faire plus de répétitions alors que j'ai encore des répétitions en réserve. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, normalement, on enchaîne avec un petit superset de cable pull through. Un superset avec deadlift jambes tendues. Pour celles qui savent pas, je vais vous montrer c'est quoi du cable pull through. Bon, on va pas le faire parce que c'est un exercice que j'aime pas du tout. En tout cas, que j'aime plus du tout. Je sais pas si vous vous souvenez de très à la mode avant. C'est simplement celui-là. Je me suis pas mise assez loin, mais de toute façon, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui ressemble énormément au hip thrust, même plus au back extension. Sauf que ici, vous allez être très fort limité de 1 par la poigne. C'est pas très pratique de tenir une corde entre ses jambes, t'as les mains qui frottent, etc. Et en plus, vous n'allez pas savoir charger très lourd non plus parce que la charge va simplement vous tirer en arrière. Allez-y pour tirer, je sais pas, 50 kilos et vous avancez, c'est galère. Autant faire du back extension. Voilà. Ça, c'est l'avis très court, très résumé sur le cable pull through. Je n'en fais plus du tout depuis des années. Et si jamais vous adorez cet exercice, je vous recommande de tester le back extension qui au final est exactement le même pattern de mouvement, sauf que vous êtes plus confortable, vous allez charger plus haut, vous allez aller plus proche de l'échec, bref c'est plus efficace. Sauf que vu qu'on vient de faire du hip thrust, le back extension j'en fais rarement, voire quasi jamais, dans la même sens que le hip thrust parce que ça ressemble très fort et ça ressemble également très fort au deadlift roumain qu'on a fait en premier exercice. Donc je vous propose qu'on passe plutôt sur un pattern de squat, de fente. On va faire du single leg press également parce que tout ce volume m'a éclaté, je suis crevée et que j'ai pas envie de faire d'autres mouvements du même type. On va varier comme ça. On remet du volume sur les fessiers parce que la single leg press pour moi c'est un des meilleurs exercices pour taper dans vos fessiers, mais nos ischios ne vont pas nous limiter parce qu'on va utiliser nos quadriceps. Comme ça permet de vraiment pouvoir anéantir nos fessiers sans qu'on soit limité ni par nos quadriceps ni par nos ischios. Alors on est déjà à notre troisième exo et donc je vous ai parlé de la leg press en unilatéral. Ici normalement sur le cable pull through j'avais mis 4x15. Non. C'est juste plus possible, je suis trop explosée déjà par tout le volume. Et sur un mouvement unilatéral, je mets très rarement, voire quasi jamais 4 séries parce que c'est très long. Et pour le système nerveux musculaire, ça fatigue énormément. Donc en général, je suis à 3 séries. Donc ici, je vais transformer le 4x15 en 3x12, 12 à 15 si jamais. Mais si j'ai mis 30 kg par côté, donc à mon avis, les 15 passeront pas. Là, je suis en mouvement unilatéral, je fais un côté. Ma jambe faible, pour le moment, c'est la jambe gauche. Donc, je commence par la jambe gauche. Je prends 30 secondes de repos pour que niveau nerveusement je sois un peu récupéré. Puis, je passe à la jambe droite et je fais pareil. Et puis, je prends un peu plus de repos. Ok, côté droit. Sur la leg press, si vous voulez vraiment taper dans vos fessiers, essayez qu'en bas du mouvement, vous ayez un angle de 90 degrés, 90 en bas du mouvement, pour vraiment limiter cette flexion de genou et augmenter cette flexion de hanche.
enfin à la fin de la séance. C'était très long, très beaucoup de volume, très j'en peux plus. J'avais noté le temps que ça m'avait pris. Là, je vous avoue que j'ai pas ma montre, donc je sais absolument pas combien de temps je me suis entraînée. Et sachant que je filme, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ici, j'avais fait les 7 exercices en 1h10. Autant vous dire que je pense pas du tout que je me donnais à fond sur ces exercices parce que c'est pas possible de faire autant de volume et de prendre le temps de repos qui est nécessaire en 1h10. Vraiment pas. Ici, j'ai diminué presque de moitié le volume, c'est-à-dire que au lieu de faire 7 exercices, j'en ai fait 4. Là, je vais vous montrer le dernier et je suis au moins déjà à 1 heure. En général, on prend entre 2-3 minutes, 3-4 même entre les séries. Donc c'est ce que j'ai fait. À mon avis, là, je prenais genre pas du tout assez de temps de repos, genre 1 minute peut-être. Ah voilà, j'avais mis que j'avais pas eu le temps de faire le superset, ce qui explique que la séance a duré 1h10. Le dernier exercice, c'était du hip abduction. Donc vous savez, où vous êtes assis et vous faites ça. J'étais pas au courant, mais ça travaille le piriforme et pas le moyen fessier. Quand la hanche est fléchie à plus de 90 degrés et qu'on fait ça, c'est pas le moyen fessier qu'on va travailler, ni le petit d'ailleurs, c'est vraiment le piriforme. Donc si vous voulez travailler le petit fessier, vous faites ça, mais vous fléchissez pas la hanche, vous faites simplement une abduction complètement sur le côté. Si vous voulez travailler le moyen fessier, vous faites entre l'abduction et l'extension, donc vous venez à 45 degrés. Et moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est un petit favori en ce moment, c'est le kickback classique, sauf que au lieu d'envoyer la jambe droite derrière avec le pied, on va juste la tourner un petit peu vers l'extérieur pour vraiment pouvoir mieux recruter le grand fessier, un petit peu du moyen, et on va ajouter une pause en fin de mouvement. Ici, j'avais pas noté de série ou de répétition, j'avais juste mis une sorte de drop set. Donc je propose qu'ici on fasse 2 séries de 15 à 20 répétitions. C'est là que je mets du volume, c'est pas sur le reste des exercices normalement. Toujours exercice unilatéral, on commence par la jambe faible. 15 kg, tentons. Donc là, je me penche un petit peu plus en avant pour être plus stable. Et je vais fléchir un petit peu la jambe. Et j'ai oublié la pause, on l'a fait. Ouh, j'ai mal. De nouveau, petit temps de repos. Et on passe à l'autre jambe. Oh, c'est une fin de séance et j'en peux plus. Écoutez, c'est une séance qui m'a explosé. Vraiment, je suis morte. Et je sens que demain, je vais avoir des courbatures parce que c'est pas du tout le volume que j'ai l'habitude d'endurer. Mettre plus de volume, ça peut être intéressant de temps en temps. Maintenant, faut pas non plus en abuser. Je vous mets bien sûr la photo de la séance initiale. Comme ça, vous pourrez comparer. Et je vous mets ici un résumé de la séance que je viens de vous montrer. Comme ça, vous pourrez, si ça vous intéresse, tester les deux. Mais je vous recommande plus de tester celle-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, dites-moi si vous sentez une différence au niveau du micro. Parce que vous avez vu, j'ai investi. Dans la vidéo précédente, vous m'aviez dit que le son n'était pas terrible à la salle. Donc, ce petit bébé va m'accompagner désormais et j'espère que vu le prix, sa qualité elle sera au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans 2 semaines.